Je vous présente rapidement nos panélistes et je vais commencer, je vous présente. Après ça, on va y aller avec les tours de table. Donc, d'abord, on a avec nous M. François Rochon, qui est cofondateur avec Mme Catherine Dumas. Bonjour Catherine, qui est présente avec nous, cofondateur de l'application Nolu. No One Left Unloved. François est également une personne vivant avec une limitation fonctionnelle et un membre de Mémo Québec. Bien, merci d'être avec nous, François. Ensuite, on a Mme France Rochon. Vous remarquez peut-être une similitude de nom. Il n'y a aucune... c'est vraiment une coïncidence. Mme France Rochon, elle a fondé la communauté Facebook S'Exploration, Passion, Handicap. Elle est coach et également, elle vit avec une limitation fonctionnelle. Donc, bienvenue, France, et merci d'être avec nous. On a ma collègue Jessica Picard, Jessica qui est conseillère principale en intégration à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et qui vit elle-même avec une tétraplégie. Donc, merci et bienvenue, Jessica. Et finalement, vous la connaissez peut-être que vous l'avez côtoyée dans votre parcours de réadaptation, peut-être que vous l'avez vue à une édition précédente des JQLM parce que ce n'est pas sa première collaboration. Rachel, on dit Rachel Valisère, c'est ça? Je ne vais pas dire mal prononcer ton nom. Rachel, qui est sexologue et psychothérapeute. Elle a travaillé pendant plus de 5 ans avec la clientèle en réadaptation à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Donc, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous quatre. Je vous propose l'ordre suivant, juste pour qu'on se donne un petit fonctionnement. Et je vais me faire la gardienne du temps là, pour m'assurer qu'on ait vraiment la chance de faire le tour de toutes ces belles questions, puis évidemment de laisser un temps de parole à nos invités. Donc, on irait avec François, ensuite France, ensuite Jessica et finalement Rachel. Donc, François, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Super. Bon début d'été, oui. Bien, merci. Bon début d'été, officiellement le 21, mais dans notre cœur maintenant. Oui, on est rendu là. On est rendu là. Donc, François, je ne sais pas si tu veux nous parler. Tu peux y aller avec peut-être ton parcours affectif, si tu es à l'aise de nous le partager. Oui. Évidemment, on va parler, donc je te laisse la parole. Bon, d'accord. Alors, moi, j'ai 54 ans et j'ai la sclérose en plaques depuis que j'ai 20 ans. Donc, de l'époque où est-ce que j'ai commencé à vouloir être en couple, ben, ma maladie a apparu à ce moment-là. Donc, c'est une vie d'espoir jamais réalisée qui a fait en sorte que je me suis impliqué dans ce projet-là. Donc, ça a été un parcours, comme on dit, un peu accidenté, Ouais, cette quête de l'amour-là. Oui, parce que ma sclérose bouge beaucoup, puis a bougé pendant toutes ces années-là. Donc, les copines que j'ai eues arrivent dans ma vie et ça fait pour un petit bout de temps, ils voient comment est-ce que ça progresse. Elles quittent, comment dire, donc, sans me dire nécessairement que mon handicap est un problème. Mais je le sens. Je le sens souvent dans ces ruptures-là. Puis la rupture qui a officialisé tout ça un peu, là, pour que je comprenne ce qui se passait, quand je suis tombé en fauteuil roulant, la copine avec qui j'étais m'a quitté, mais elle a eu la décence et l'humanité de me dire que mon handicap était ce qu'elle quittait. Donc, ça a été... C'était pas moi, c'était pas terminé entre moi et elle. Là, mais elle voulait avoir des enfants, elle voyait le petit plus difficile. Ouais. Donc, elle m'a quitté, puis elle m'a verbalisé ça. Je comprends. Et ça a fait mal, mais en même temps, c'était sincère. Puis, je veux juste revenir à quelque chose que tu as dit dans tout ce parcours-là que je comprends qui a été difficile. Tu as dit ce projet-là. Ce projet-là, je ne me trompe pas, mais c'est l'application Nolu qui signifie No One Left Unloved. Si je sors mon français, on pourrait traduire ça par personne n'est laissé sans amour. Hein, c'est ça?
Puis, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de Nolu? Oui, absolument, absolument. Est-ce que tu voudrais également que Catherine se joigne à moi pour certaines choses? Ce qu'on pourrait faire, étant donné qu'on a quand même un temps limité, dans le fond, moi, ce que je proposerais, c'est que durant la période de questions, s'il y a des questions qui portent sur Nolu, Catherine pourra te seconder. Mais dans le fond, on va y aller vraiment simplement. Donc, je vous partage mon écran. Là, je n'ai pas l'application parce que je suis sur un ordinateur. Mais dans le fond, Nolu, c'est d'abord une application, mais ce n'est pas seulement une application de rencontre. Hein. Vous avez aussi vous offrez d'autres services. Donc, il y a Nolu Éducation ici. Vous organisez des activités de sensibilisation, vous avez fait des webinaires. Donc, vous êtes vraiment dans le contenu également. Et je vois que vous allez développer bientôt un volet professionnel avec vous appelez des matchmakers, des sexologues pour faciliter les consultations en lien avec les questions de vie affective. Hein? C'est bien ça? C'est ça. Évidemment que tout le monde arrive avec son parcours de vie rendu où il est rendu et certains ont besoin d'aide, d'encadrement, de conseils. Et donc, ces professionnels-là seront là pour leur venir en aide. Sont là pour leur... Donc, il y a comme un ensemble de services, si on peut dire, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des besoins, puis vous visez vraiment à offrir tout ça parce que vous souhaitez apporter une dimension inclusive à la quête amoureuse, finalement. Oui, puis on pense qu'il y a beaucoup d'éducation qui a besoin d'être faite dans notre milieu. Alors, tous ces professionnels-là viennent nous accompagner pour créer quelque chose de vraiment complet. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Nolu? Bien, en fait, moi, c'est une mission que je me suis donnée de créer ça parce que mon parcours affectif à moi a été tellement frustrant, décevant. On peut tout nommer ces qualificatifs-là. Name it, oui. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai décidé de prendre ça en charge puis de trouver les bons partenaires pour être capable d'accomplir quelque chose comme ça parce que dès que je suis tombé en fauteuil roulant et que cette fille-là me laissant, en officialisant le pourquoi du comment, ben là, j'ai commencé à regarder autour de moi dans les sites de rencontres. Je les ai tous essayés. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun site de rencontre pour notre communauté. Je me disais que ça manquait à la planète. L'homme d'affaires en toi a vu une opportunité, comment on a fait ça? Une petite étude de marché, vite, vite, un besoin non comblé. Oh oui, l'étude de marché, je l'ai faite pas mal en vous parlant à vous autres, entre autres, là, mais à plein d'autres places aussi, là, mais ouais, c'est... Bien, merci François. On va te revenir tantôt avec des questions. Je vais maintenant passer la parole à France. France, bonjour et bienvenue. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir parmi vous aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ben c'est ça, c'est drôle. Le témoignage de François ressemble beaucoup au mien. Par contre, moi, je suis née avec mon handicap. Je suis une personne de petite taille. Et donc, c'est ça, je suis aussi dans la cinquantaine. Et un peu comme François, à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que le côté affectif et aussi le côté, on va se dire, de notre vie sexuelle serait pour moi très difficile. Et donc, c'est à peu près lors de mes premières relations avec des copains que j'ai réalisé que, oh wow, il n'y a rien qui existe pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et c'est là aussi que j'ai, un peu comme François, c'est devenu ma mission à moi de changer les choses, d'essayer de démystifier justement tout ça. Moi, j'ai commencé en 2013
4 à peu près. Avec des amis, on a fondé une petite entreprise où on faisait des ateliers pour personnes en situation de handicap. Justement, des ateliers éducatifs pour leur parler de choses assez basiques, de base, mais vraiment, c'était aussi de leur donner l'opportunité, mais aussi le droit de vivre ce côté-là de leur vie, parce que je pense que c'est un aspect qu'on ne nous en parle pas. Alors, on pense que vu qu'on ne nous en parle pas, on n'a pas ce côté-là qui nous est atteignable, tu sais. C'est comme un gros tabou, là. Gros tabou. Exact. Puis moi aussi, j'ai eu mon premier copain très tard dans la vie. Moi, je dis souvent à la joke, à la blague, j'ai fait tout tard. Mais ça arrive chez plusieurs personnes en situation de handicap. Et moi, j'ai eu mon premier copain, mon Dieu, dans la trentaine. Et c'était un homme qui n'avait pas de handicap. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience enrichissante, mais en même temps avec beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup de challenge, si je peux dire comme ça. Alors, c'est ça aussi que j'ai réalisé que, mon Dieu, ça se peut pas vivre ça comme tout seul dans mon coin. Alors, c'est là que j'ai comme réalisé qu'il fallait faire quelque chose pour aider d'autres personnes comme moi. Alors, pour rassembler, partager, donner une occasion de partager, d'échanger des trucs. Est-ce que tu me permets que je fasse un partage d'écran juste pour montrer rapidement? Donc, ta communauté, est-ce que vous voyez tout le monde? Oui. OK. Qui s'appelle S'Exploration Handicap, mais je pense que dernièrement, tu l'as renommé S'Exploration Passion Handicap parce que c'est. En fait, il y a comme une page. OK. La page est restée comme ça. Puis, j'ai un groupe privé aussi que je trouve important pour justement qu'il y ait un endroit où les gens peuvent discuter puis ne pas avoir peur non plus de dire les choses en privé. Et ça, je l'ai appelé S'Exploration Handicap. En fait, S'Exploration Passion et Handicap. Parce donc, que, OK. Ouais. Mais c'est les deux vont ensemble. Tu sais. Les deux vont ensemble. Un est comme un genre de safe space pour échanger, partager. L'autre, c'est de l'information sexologique sur la santé sexuelle aussi. J'ai vu, tu as publié des articles, entre autres, sur les enjeux d'accès pour les femmes à la mammographie et à certains examens. Exact. C'est tout ce qui a rapport avec l'éducation sexuelle, la santé sexuelle. Moi, je trouve important aussi de travailler sur l'estime de soi, parce que moi, j'ai pour dire que c'est bien beau avoir une vie affective et une vie sexuelle, mais il faut avant tout, faut s'aimer soi-même. Il faut s'accepter soi-même. Je sais que c'est pas facile pour personne, mais il faut essayer de s'accepter comme on est. Et c'est là que, heureusement, c'est là qu'on fait des belles découvertes. C'est là que les gens sont attirés vers nous aussi. Alors, ça, je trouve ça important de partager ça. Ouais. L'estime de soi, finalement, c'est comme la pierre d'assise d'une vie affective, saine, on dirait saine et épanouie, parce que une vie affective, ça peut être toxique aussi, mais ce qu'on vit, Exact. Et c'est ça. Ouais. Et comment on arrive à ça? À cet état-là où on est bien avec soi-même? Je pense que chacun a son cheminement personnel propre à lui, propre à elle. Mais je pense qu'il faut pas rester isolé. Je sais que, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas facile. Non, je sais, c'est pas facile, mais il faut essayer d'aller au-delà, puis d'essayer d'oser. Puis il faut aussi arrêter
de toujours voir le handicap comme une définition de nous-mêmes. On est plus que notre handicap. On est tellement plus que notre handicap. Alors, il faut miser sur ça. Chacun d'entre nous avons des qualités, avons des défauts, mais tout le monde a quelque chose qu'on peut apporter à l'autre. C'est ça aussi qu'il faut mettre de l'avant. Puis, c'est ça, moi, j'essaie, moi, je fais des conférences, je vais dans les universités, puis justement, je parle de mes expériences à moi, puis j'essaie justement de parler aux gens que c'est ça, c'est d'aller au-delà de l'handicap. Il faut arrêter de voir toujours la personne, c'est ça, l'arrêter juste sur cette base-là. Juste la personne dans son entièreté, avec tout ce qu'elle a de beau, de bon à apporter, avec ses défauts. Oui, c'est ça, tu sais. C'est sûr que, tu sais, on sait que la personne en situation de handicap peut avoir des besoins. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide matin et soir, mais je peux quand même apporter quelque chose à l'autre personne. Alors, c'est ça aussi, c'est de jamais oublier que, oui, on a besoin d'aide, mais nous aussi, à notre manière, on est là pour les autres. Alors, c'est ça. Mais merci beaucoup, France, pour ces très... non, le message résonne. C'est vraiment... Puis c'est vrai pour les personnes en situation de handicap. Puis finalement, c'est la base aussi pour toute personne dans sa quête vers l'autre. Exact. C'est exactement ça. On a tous notre cheminement personnel propre à nous, mais je pense qu'il faut essayer de se dépasser aussi, puis d'oser un peu, d'aller un petit peu plus loin à chaque jour. Oser. Donc, je vais oser demander à Jessica d'allumer son micro. Merci, France. Comment ça va, Jessica, en direct de Québec? Oui, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu as envie de nous partager ton parcours et ta philosophie, disons, de la vie amoureuse? Oui, ben moi, je vais faire beaucoup de pouces avec ce que France vient de dire. Moi, je suis Jessica Picard, je suis tétraplégique depuis l'âge de 19 ans, en fait. Je suis aujourd'hui conseillère principale en intégration chez Moelle épinière et Motricité Québec. Moi, à 18 ans, quand j'ai eu mon accident, je pensais que ma vie affective, sexuelle était terminée. Dans ma tête à moi, plus personne n'allait vouloir d'une fille assise dans une chaise avec les jambes molles. Ça a eu un gros coup. Tu sais, déjà qu'à 18 ans, on est un peu en recherche d'identité. Donc, ça a vraiment fait un autre gros coup là, sur ma recherche d'identité, mon estime de soi. J'étais une jeune fille qui faisait beaucoup de sport. Fait que, je me tenais en santé, je me tenais, puis là, ben, j'avais l'impression que tout au complet venait de s'écrouler. Moi, la vie m'a montré autre chose. Au travers de mon parcours, j'ai découvert que justement, j'étais une personne avant d'être mon handicap. Au travers de ma vie, moi, en fait, 6 mois après mon handicap, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai été 4 ans de temps. Un peu plus longtemps, mais en tout cas, j'ai eu de la difficulté à le laisser. C'est moi qui voulais le laisser, sauf que, encore une fois, j'avais peur de le laisser parce que je croyais, encore une fois, que c'était la seule personne qui allait m'aimer, puis que j'allais, si je le laissais, ben ça allait être terminé. Mais à un moment donné, j'ai fait le choix, puis j'ai embarqué sur les réseaux sociaux, les réseaux rencontres. Puis j'ai pris la décision vraiment de montrer qui j'étais avant de montrer mon handicap. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu une belle expérience. J'ai été étonnée, ça m'a fait du bien, ça m'a monté mon estime de moi. Puis au travers de ça, j'ai vraiment appris beaucoup. J'ai vraiment appris que justement, on est une personne avant notre handicap, puis c'est important de mettre ça de l'avant. Aujourd'hui, je suis conseillère principale en intégration à Moelle épinière Motricité Québec, comme j'ai dit tantôt. Moi, mon rôle, là, c'est vraiment d'accompagner les personnes en centre de réadaptation plus particulièrement, mais aussi faire un suivi là, lorsqu'ils retournent à la maison. Le fait que moi, je sois moi-même en fauteuil, que j'ai vécu un accident également, mais ça permet de démontrer, de donner un petit peu d'espoir là,
que la vie continue. Je donne aussi des conférences dans les écoles, cégep, université, puis là, je commence un petit peu tranquillement au niveau secondaire. Puis, je démontre encore une fois, là, je parle quand même beaucoup du côté affectif, côté relation, parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, a été une des choses qui était difficile, qui a vraiment fait partie de mon cheminement de réadaptation, puis de mon cheminement par la suite de mon accident. Donc, je montre aux jeunes encore là que même s'ils n'ont pas d'handicap, c'est important de leur passion, qui ils sont, c'est avant tout ce qu'ils doivent mettre de l'avant. Puis d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à s'aimer aussi, puis de se donner le droit d'être fier de ce qu'on fait, puis de ne pas s'empêcher de le dire puis de le mentionner. Fait que, en gros, c'est ça. Se donner le droit, j'aime ça. Se donner le droit, se donner la permission d'être tout ce qu'on est entièrement, d'avoir des passions, de vouloir des choses, des bonnes choses pour soi aussi. Dis-moi, Jessica, est-ce que ça t'arrive dans le cadre de ton travail comme conseillère d'avoir des gens qui ont des questions par rapport à la vie affective ou la sexualité? Puis si oui, comment tu abordes ça avec ces personnes-là? Ben oui, ça arrive. Puis comment j'aborde ça, ça dépend vraiment de la personne. Tu sais, souvent, j'essaie de rentrer tranquillement dans la question, puis avec le feeling, je le vois là, s'il est ouvert, s'il est prêt ou si la personne n'est pas prête du tout. Mais souvent, ça m'est arrivé une couple de fois que la question a été assez directe de la part d'autres personnes. Puis j'en parle. Tu sais, souvent, ils me posent des questions par rapport à moi. Je l'amène de façon honnête, authentique, parce que tu sais, je pense que si je leur disais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une petite fille de 2 ans. Tu sais, j'ai quand même j'ai eu une belle vie affective. Donc, mais je leur mens pas, là, tu sais, je leur dis carrément que moi, au début, tu sais, je leur raconte la vraie histoire, puis je leur amène en leur disant que tu sais, c'est normal qu'aujourd'hui, ils se posent des questions. C'est normal que là, pour l'instant, là, ça soit pas facile, puis il faut qu'ils prennent un jour à la fois, puis il faut qu'ils aillent tranquillement. Parce que ça sert à rien de vouloir presser les choses, parce qu'il y a des deuils à faire, il y a tout un cheminement à faire avant de se rendre à une satisfaction. Là. Puis même encore après 15 ans, je ne le mentirai pas, il y a des jours où je me pose encore des questions, puis il y a des jours encore que j'ai des frustrations. Mais comme j'ai dit tantôt, je me donne le droit de les avoir, ces frustrations-là. L'important, c'est pas de les vivre, c'est de le faire, puis après ça, de passer à autre chose un coup de les avoir vécues. Quand j'ai des frustrations, je les vis, puis après ça, je passe à d'autres choses, puis je me remets sur pied, puis je continue à avancer. Fait que la congruence, c'est important quand tu interviens, puis l'authenticité. C'est ça. Sur toute la ligne, c'est pas vrai qu'on va se compter que tout est beau tout le temps, puis que c'est facile. Puis en même temps, puis c'est pas juste de la merde non plus, parce qu'il y a tellement de belles choses, puis il y a tellement la vie a encore plein de choses à offrir. Puis c'est tellement plus que ça aussi. C'est ça, t'es tellement beaucoup. Bien, merci, Jessica. Puis, est-ce que tu me permets, je voudrais présenter, tu as fait la première page de la couverture d'un magazine à Mémo Québec, le Paraquad. C'était en 2017, un numéro spécial qui était sur l'amour avec un grand H. Donc, c'est toi ici qu'on aperçoit sur la couverture avec ton ancien copain. C'est ça. C'est mon ancien copain, mais c'est pas grave. Il fait partie de mon parcours, c'est bien correct. Ben oui, puis il est là pour la postérité, mais aujourd'hui, c'est vraiment une magnifique photo, en tout cas. On a aussi un numéro qui a été fait, je pense, l'année suivante sur la sexualité. Donc, puis, ce que j'aime dans cette photo-là, c'est que ce que je voulais comme montrer, là, c'est qu'on voit mon fauteuil en arrière-plan, mais il est en arrière-plan. Mon fauteuil, c'est pas moi. Il est là, il existe, il ne peut pas s'en aller, mais c'est pas moi. T'sais. Moi, je suis autre chose. C'est fort, hein? C'est fort comme image. En tout cas, moi, je trouve que c'est une parmi les pages couvertures, c'est une des plus belles. Là. Je la trouve vraiment, vraiment. Ben, merci, Jessica. Merci. Rachel, comment vas-tu? Je vais bien, je suis bien contente d'être ici, surtout que je ne travaille plus en réadaptation physique, donc c'est toujours comme un privilège pour moi de revoir des gens, puis de pouvoir comme participer à ce genre d'événement, parce qu'on s'entend que
mon passage en réadaptation physique a clairement marqué mon parcours, ma vie, puis que je l'ai quitté à, à reculons, mais pour un beau projet aussi, faire quelque chose qui me tient aussi à cœur, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN de sexologue et je suis toujours contente. Mais quand j'entends des beaux panélistes comme ça, j'ai juste envie de fermer ma trappe et d'écouter parce que j'ai déjà comme beaucoup de misère avec comme l'étiquette d'experts, tout ça à la base. Puis je crois beaucoup au par et pour, donc par les personnes qui sont touchées par une situation, pour les personnes qui sont touchées par une situation. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que justement, en réadaptation physique, j'avais souvent le syndrome de l'imposteur en me disant, mais qui je suis moi du haut de tous mes privilèges de pouvoir comme challenger les personnes, mais les accompagner aussi. Mais des fois, c'était vraiment, mais qui je suis pour. Et puis je trouve que justement, quand ça vient des personnes touchées, c'est d'autant plus comme précieux. Mais je sais que les gens aiment bien aussi les étiquettes, puis les étiquettes d'experts, puis les titres universitaires et tout ça. Puis il adonne que j'en ai un. Tu m'avais confié ça, on s'était parlé avant justement le panel. Tu as dit, je me sens comme une imposteuse, impostrice. Je l'ai cherché d'ailleurs, ça a l'air que ce terme-là n'a pas vraiment de féminin fixe. Donc, c'est, dans le fond, on est vraiment très heureux de t'accueillir sur le panel parce que tu as quand même toute une expérience, tu as côtoyé, tu as accompagné plusieurs personnes dans le cadre de leur réadaptation. J'ai eu cette chance, là, oui. Tu as eu cette chance-là. Puis d'ailleurs, tu as accepté de participer au panel parce que c'est une clientèle que tu adores puis avec qui tu as adoré travailler. Donc, tu es heureuse de pouvoir revenir parmi nous et on l'est tout autant. J'étais curieuse, Rachel, dans le cadre de ta pratique, c'est sûr que chaque parcours est différent, est unique, mais est-ce qu'il y a des éléments qui revenaient, que ce soit des besoins, des défis que tu dirais qui étaient partagés par les gens que tu accompagnais par rapport à la vie affective ainsi qu'à la sexualité? On n'a pas parlé encore de sexe, mais c'est aussi dans les thèmes aujourd'hui, là. Et par rapport aux défis, après, ça dépend de tout. Quand je travaillais en réadaptation physique, j'ai travaillé dans les 7 programmes du SUS en déficience physique. Puis, ça dépend si, si on a une situation de handicap depuis la naissance, si on a justement un accident qui fait en sorte qu'on a une paralysie ou une tétraplégie ou une sclérose en plaques, c'est vraiment, ou de la douleur chronique, c'est vraiment des conditions différentes, mais travailler la confiance en soi, l'estime personnelle, c'est un besoin que tout le monde a, de pouvoir comme montrer aux gens qu'ils s'adaptent dans à peu près toutes les sphères de leur vie, qu'ils sont capables, qu'il faut transposer ça dans la sexualité. Un besoin aussi beaucoup, puis qui est généralisé aussi, c'est de travailler, c'est quoi la définition de sexualité? La sexualité, c'est pas que la génitalité, il y a plein de choses, on peut élargir, on peut définir notre sexualité comme on a envie de la définir, on peut casser les idées préconçues, on peut se permettre de vivre ce qu'on a envie de vivre, mais pour ça, il faut aussi que quelqu'un puisse nous montrer que ce n'est pas juste une sexualité hétérosexuelle avec pénétration. La sexualité, ça peut être beaucoup de choses. Puis la satisfaction sexuelle, c'est quelque chose de pas forcément évident à avoir. La sexualité est un apprentissage et c'est un apprentissage qu'on a tout au long de notre vie. C'est souvent un apprentissage dans lequel on n'est pas bien accompagné. Les parcours amoureux et sexuels, puis on peut prendre la situation de handicap, mais les personnes en situation de handicap ne sont pas que des personnes en situation de handicap, comme ça a déjà été dit, et heureusement, ça ne définit pas les personnes, et elles arrivent avec une histoire, elles arrivent avec des bobos de la vie, elles arrivent avec plein de choses, avec leur unicité, puis c'est de se faire confiance, puis d'aller puiser dans les forces qu'on a, parce que tout le monde en a.
et puis de reconnecter avec, c'est beaucoup, si on prend vraiment le volet lésion médulaire, par exemple, les personnes qui arrivent, qui ont eu un accident ou whatever, où il y a une lésion médulaire, c'est vraiment de les faire reconnecter à qui ils étaient avant l'accident. Vous êtes toujours cette personne. C'est difficile, mais pour pouvoir aller vers ça, il faut toujours adresser les deuils, légitimer les deuils, les pertes, pouvoir accompagner les personnes avant de pouvoir aller vers autre chose. Donc, je disais souvent en réadaptation physique que j'arrivais trop tôt dans les dossiers, puis en même temps, on n'arrive jamais assez tôt, il faudrait arriver tout de suite. Dans Il le faudrait... tumulte de l'adaptation des deuils. Mais en même temps, puis souvent on dit, ah, ben, il est comment dire, il est souvent imaginé que la sexualité, c'est pas la priorité, mais si ça peut l'être, et puis c'est pas aux gens qui font les programmes de décider ce qui est la priorité. Pour certaines personnes, c'est vraiment la première priorité. Puis on va comment dire, stéréotyper, mais pour un jeune garçon qui a une lésion médulaire, savoir s'il va encore bander ou pas bander en français, c'est vraiment important et ça fait partie de ses priorités aussi parce que veut pas, le masculin est beaucoup défini par rapport à sa capacité érectile. Donc, c'est des questions où, oui, des fois, on arrive trop tôt parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, mais est-ce qu'on peut genre juste dire, mentionner que c'est important? Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on parle très peu de sexualité dans les parcours. Il y a des gens qui m'ont dit qu'on leur avait jamais parlé de sexualité avant qu'ils viennent me voir, puis on s'entend que c'était genre pas mal loin dans leur parcours. Le jamais, on parle avant l'accident ou avant la situation. On parle Non. dans le... Ben, OK. moi, j'arrivais en troisième ligne, OK. dans le sens qu'il y a la première ligne qui est l'hôpital, après il y a la phase 2 qui est à la réadaptation fonctionnelle intensive, puis après il y a la phase de plus comme d'insertion sociale, troisième phase où les gens rentrent à la maison. Moi, j'étais en troisième phase. Et puis, ben, il y a des gens qui avaient très peu eu de questionnement ou de réponse. Puis, quand personne n'en parle, parce que tout le monde se dit, ah, mais c'est l'autre qui va en parler, ou ah, c'est l'autre qui va en parler, puis ou se disent, ah, ça, c'est pas le bon moment parce que c'est trop tôt. On peut-tu, genre, ne pas décider, puis en parler, si la personne ne veut pas entrer dans le sujet, elle n'entrera pas. Puis les gens, je leur disais toujours aux intervenants, ne vous inquiétez pas de vous dire, oh, mais je suis peut-être la 10e personne à poser la question, donc je ne veux pas les embêter. Non, non, posez la question parce que c'est fort probable qu'il n'y en a pas une autre avant. Puis plus on pose comme la question, plus la personne se dit, je suis légitime d'avoir ces questionnements-là, ou je suis légitime d'avoir une vie sexuelle, ou je suis légitime de... Alors que quand personne n'en parle, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes en situation de handicap internalisent le message que si personne ne leur en parle, ça ne doit pas être important. C'est rayé de la carte, ça n'existe plus. Sûr La que vie sexuelle, la vie affective. tout le monde leur parle de l'élimination, puis je parle très souvent de ça quand je fais des interventions ou comment dire, des formations ou des interventions auprès des gens. En tout cas, on parle souvent de l'élimination. À peu près toutes les disciplines parlent d'élimination. Ils ont même des petites feuilles avec les consistances de sel, puis ils demandent aux gens si ça, c'est pas intime, là, ben, on est capable de parler d'autres choses. Ben, c'est ça, mais justement, pourquoi Ouais. c'est normal de demander à quelqu'un comment était son caca du matin, mais qu'aborder la sphère intime et sexuelle, on ne va pas là. Et puis quand on en parle, on nous dit oui, mais c'est de l'intimité. Mais oui, mais c'était difficile au début, la première fois que vous avez demandé à des gens comment était leur sel du matin. Mais à un moment donné, on trouve le vocabulaire, à un moment donné, on trouve l'attitude, à un moment donné, on s'approprie le message, puis on se sent plus comme outillé pour aller aborder la sexualité. Et puis, les gens répondent bien, là. Puis justement, des fois, ben, ça les soulage qu'on leur pose des questions. Puis, je parle aussi souvent qu'on met des gants blancs quand on veut parler de sexualité. On en fait tout un... Oh mon Dieu, on doit mettre tout un décorum, alors qu'en même temps... Oh, je m'excuse. Pas de problème.
J'ai repris le micro. Oui, c'est bon. On a manqué les 10 dernières secondes. J'ai peut-être dépassé le temps, mais ce que je veux dire... Une coquine ou un coquin. Ce que je veux dire, c'est qu'en mettant tout un décorum, ce que ça fait passer aussi des fois comme message, c'est on va parler de quelque chose de malaisant. Donc, si on parle de quelque chose de malaisant, il faut être mal à l'aise. Ben non, la sexualité, ça fait partie de la vie de tout le monde. Puis je rigolais souvent avec mes amis ergothérapeutes en disant, ben, les habitudes de vie, quand vous questionnez si une personne fait du sport ou fait pas de sport, ben, on s'entend, très probablement, cette personne a des relations sexuelles, mais ça, on ne pose pas la question. Donc, il y a plus de probabilité que l'habitude de vie, sexualité, soit dans le portrait que l'habitude sport. Mais pourtant, on pose beaucoup plus la question par rapport au sport que par rapport à la sexualité. Et le message, dans le fond, c'est on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est important. Il faut légitimiser ce que la personne traverse. Il faut en parler parce que ça continue à faire partie de son existence. C'est ça, on est tous des êtres sexués et sexuels, puis de redonner cette dimension-là à quelqu'un, c'est lui redonner son entièreté. Tu n'es pas un humain avec une sphère en moins parce que tu es en situation de handicap. Non, cette sphère, elle fait partie de ta vie. Mais après, comment tu l'investis, comment tu peux l'investir, ça, c'est autre chose. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens. Et merci beaucoup, Rachel. On va continuer avec la partie des questions en rafale parce que je vois que le temps file puis je veux quand même qu'on se réserve une bonne période de questions. Donc, je vais y aller avec une première question, puis je vous invite peut-être à répondre à tour de rôle. Ceci dit, si soit vous n'avez pas d'opinion ou que vous n'êtes pas à l'aise de répondre, sentez-vous bien libre, il n'y a aucune obligation de le faire. Première question. Quand on est dans un contexte de quête amoureuse, là, comme on dit, de dating, faut-il d'emblée dévoiler sa limitation ou son handicap ou encore c'est mieux d'attendre un petit peu? Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question-là? Donc, allez-y, chers panélistes, si vous... La question... Moi, je peux y aller. En fait, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait partie des gens qui ont connu le fameux Tinder. Et moi, non, je ne mettais pas de photos de moi avec mon handicap. Je parlais de ce que je faisais, de mon retour aux études, de jouer au rugby. Je faisais de la peinture. Puis là, ben, tu sais, je démontrais vraiment qui j'étais, mes passions, avec ma personnalité. Je faisais des jokes plates, comme toujours. Puis là, quand venait le temps, est-ce que la personne, on se demandait est-ce qu'on se rencontre? Mais là, je disais, bon, ben là, il faut que je t'annonce. Puis je disais toujours une mauvaise nouvelle. Puis à chaque fois, ben, moi, j'ai été chanceuse dans mon parcours parce que, tu sais, j'ai pas eu à chaque fois, les personnes m'ont dit, ben oui, mais ça me dérange pas. Tu fais tellement de choses. Parce que moi, personnellement, je crois que si tu montes ton handicap en premier temps, la personne va voir le fauteuil, va voir les limitations, puis ça va se finir là. Ils vont oublier, ils ne penseront pas à ce que tu peux faire, ils vont penser à ce que tu ne peux pas faire. Fait que moi, je préférais me montrer ce que moi je faisais, ce que moi je pouvais faire avant de leur dire, ben, tu sais, je suis en fauteuil roulant, puis souvent, je faisais la joke, là, tu comprends pourquoi j'ai une Dodge Caravan, tu sais, parce que souvent, quand on parlait on finissait par me demander quelle sorte d'auto, je leur disais, j'avais une Dodge Caravan, puis pourquoi tu as une van? Puis là, j'aime bien ça traîner du stock, tu sais. Puis là, à la fin, je faisais la joke, mais tu sais, je suis en fauteuil, fait que tu comprends pourquoi j'ai une Dodge Caravan, puis là, ça faisait toujours bien rire. Fait que, avec humour, mais tu donnais comme un petit avant-goût de ta personne avant de le dévoiler. C'est ça qui a fonctionné. Puis même, ça m'est arrivé une fois avec une personne que j'ai eu une fréquentation pendant quand même un bon bout. Lui, quand je lui ai dit que j'étais en fauteuil roulant, il pensait que je le niaisais. Fait qu'il m'a fait vraiment la joke plate. Fait que comme ça, à soir, quand tu iras te coucher, mets-toi pas trop proche des marches pour pas tomber en bas. Mais il pensait que je le niaisais. Mais tu sais, j'ai dit non, c'est vrai. Parce que tu sais, j'avais tellement été quelqu'un avec de l'humour au début, fait qu'il pensait que. Puis à un moment donné, il s'est comme aperçu que je le niaisais vraiment pas. Puis il se sentait super mal. Puis ça a été comme notre inside joke là, durant comme tout le long qu'on s'est fréquenté. Puis c'était drôle parce que j'ai le coup de penser. Puis là, il se sentait mal. Il disait, j'ai tellement pas bien dormi cette soirée-là. Je me sentais tellement niaiseux. Mais c'était pas grave. Je travaille avec Jessica, puis je vous confirme, elle est vraiment drôle. Il y a Marie-Blanche qui a une question. Oui, Marie-Blanche, on a une période de questions à la fin. Est-ce que ça te va ou c'était pour renchérir, mais je te donne 15 secondes. Tu peux allumer ton micro.
Je voulais faire une petite distinction, à la fois ranger rire et mettre un bémol. Moi, ça fait 44 ans maintenant que je suis en fauteuil roulant et je dirais que on peut avoir énormément une vie affective très pleine sans sexualité, dans le sens de moi, mes sœurs, je les prends sur mes genoux, je les bécote, je les serre, je leur les peigne, je fais toutes sortes de choses, puis, et vice-versa. Mais avoir le désir de quelqu'un, là, s'approcher de quelqu'un, là, puis avoir le désir, non pas juste de se mettre la joue contre la joue, mais avoir envie de mettre sa langue dans sa bouche ou de sentir que ça nous fait quelque chose, ça, c'est un autre degré. Et on va dire qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre qui n'y arrive pas, alors qu'il y a même des gens qui ne sont pas handicapés. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire-là là, qui fait qu'il y a des gens qui ne sont jamais, même s'ils sont charmants, même s'ils sont beaux, s'ils sont comme instruits, cultivés, tout ça, qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a envie de s'asseoir sur leurs genoux puis de les déshabiller, mettons. Tu sais, ça là, c'est quelque chose il y a comme un mystère du passage où est-ce que tu es bien avec quelqu'un, au passage où est-ce que tu as envie d'aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est comme, c'est mystérieux. C'est pas juste pour avoir le goût de coucher avec quelqu'un un soir. Ma chère Marie-Blanche, je sens qu'il y a un élan de parler. On va se réserver du temps pour ça, mais ton intervention est bien. J'avais fini. Ça brûlait, c'est bon. Donc, pour ça, avec la question, dévoiler son handicap tout de suite ou attendre? Est-ce qu'il y a quelques... France, j'ai vu que tu allumes ton micro. Oui, moi en fait, j'ai essayé les deux. Dans le passé, j'étais comme gênée de le dévoiler, même je ne mettais pas une photo de moi. Puis ça l'a comme joué contre moi parce que justement, je me suis dit, si j'en parle pas trop, si je le montre pas, il va m'aimer, il va aimer tout le côté de ma personnalité. Il va justement, il va s'en foutre un peu moins de ma situation de handicap. Mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Alors, ça a été mon expérience à moi. Puis plus tard, maintenant, quand je vais sur un site de rencontre, je le dis tout le temps. Puis je préfère le dire. Sauf que moi, j'ai tendance à mettre un peu beaucoup d'humour. Puis aussi, justement, de ne pas non plus commencer par « Bonjour, je suis une personne handicapée ». J'aime le mettre, mais pas tout de suite au début. Là, alors, puis j'ai remarqué que, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont ouverts à nous, mais peut-être parce que moi, je suis quand même, comment je peux dire, mon handicap est quand même particulier. Je suis une personne de petite taille, je suis très petite, je suis en fauteuil. Alors, c'est sûr que c'est pas nécessairement tout le monde qui va être à l'aise avec ce, je peux dire, ce package-là. Là. Mais c'est ça. Je pense que chacun doit y aller aussi comment eux se sentent mieux à travers tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais c'est sûr que comme je reviens à dire, qu'on est plus que notre handicap. Mais en même temps, il ne faut pas non plus en faire totalement abstraction, parce que je pense que we are what we are, nous sommes qui nous sommes. Ça fait partie des attributs, comme tu dis, du package, mais c'est pas la totalité. Fait que c'est pas ça que tu mets de l'avant, mais tu le dévoiles. Et je pense que, faut aussi voir, si quelqu'un dirait, se présenterait comme étant, je sais pas moi, 6 pieds 3, puis tatoué, puis que là, il arrive, ou peut-être pas tatoué, mais en tout cas, puis là, il se présente devant vous, puis il est complètement différent, ben vous allez aussi voir ça comme, ben là, comment ça se fait que lui, il n'a pas été honnête avec moi. Alors, je pense que c'est ça. C'est mieux d'être authentique, honnête,
Puis si la personne, elle n'accepte pas votre situation, ben c'est parce que c'était pas la bonne personne. Puis comme on dit, next, you know? Next. Alors, ouais, c'est ça. Il y a un filtre qui se fait automatiquement. Puis Exactement. ultimement, tu as envie d'être avec une personne qui va t'aimer pour tout ce que tu es, puis avec qui tu vas être bien. Oui, exactement. Ouais. Bien, merci, France. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi nos panélistes avait envie de répondre à la question? Oui, je vais répondre. Ah, bien, on va y aller avec les panélistes. Paul, on va revenir, on va avoir une période à la fin d'intervention assez longue là, parce que ça vous brûle d'intervenir, oui. Rachel ou François, je te. Il est sur mute. Oui, peux-tu réactiver ton micro? Parce que sinon, on va devoir faire de la lecture labiale, puis je ne suis pas très bas. Oh, il s'est rééteint. En OK. minute. Là, oui, bon. là, ça va. Oui. Bon, OK. Bien, écoutez, moi, avec l'application de rencontre que nous avons créée, en fait, moi, j'ai utilisé toutes les tactiques également là, dans le passé sur les sites de rencontres habituels. Commencer à en parler ou sinon l'amener plus tard dans les discussions. Et j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu difficile de trouver le bon timing. Puis, pour moi, de m'afficher en partant avec mon handicap, c'est clair, net et précis. Voilà qui je suis. Je viens avec cette condition-là. À prendre ou à laisser, mais voilà qui je suis en toute franchise, en toute honnêteté. Voilà. Je suis sur un site de rencontre pour les personnes handicapées. Donc, s'il vous plaît, comprenez que... Donc, si quelqu'un a un profil sur Nolu, soit c'est une personne qui a une limitation quelconque, soit c'est une personne qui est ouverte. Fait que ça force un peu. Il y a un tri, disons, qui se fait. Donc, les gens qui sont là sont ouvertes d'emblée. Absolument, c'est ça. On veut des gens ouverts là-dessus. Puis nous, on veut être le plus authentique possible. C'est ça c'est certain que on n'est pas notre handicap, ça, c'est clair, net et précis. Mais bon, voilà. Mais merci, François. Merci. Rachel? Moi, les usagers que je suivais, parce que souvent la question est posée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est vraiment de dire, ben, vous êtes à l'aise avec quoi? Qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous? Par rapport à quoi vous vous sentez plus outillé? Est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup de réponses, c'est quelque chose que vous arrivez à gérer? Est-ce que le fait d'investir émotionnellement, veut pas, parce que quand il y a des échanges, il peut y avoir des attentes, puis ça, que ce soit en contexte de situation de handicap ou pas, genre quand on commence de nourrir une correspondance avec quelqu'un, d'apprendre à connaître, parfois, justement, on se crée un personnage ou on se crée une histoire, on se crée quelque chose, puis quand on rencontre la personne, poète, c'est pas vraiment pareil. Puis, justement, quand il peut y avoir des attentes parce que justement, il y avait vraiment une connexion, il y avait un humour, de voir que la personne peut réagir parfois en disant « Ah ben non, tu es en situation de handicap », puis qu'il y a un gros rejet, ça peut faire vraiment comme mal aussi. Après, il y a des personnes, il y a aussi des gens qui sont à la recherche de personnes en situation de handicap, des fétichistes par rapport aux situations de handicap. Ça, on n'en parle pas toujours. C'est ça qu'on appelle les devotees, j'ai entendu parler. Oui. Et puis justement, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être présent. Donc, il y a des gens qui me disent, moi, il y a des gens qui m'ont approché, puis j'ai vraiment mal vécu ça. Puis ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, puisqu'on peut voir, les gens, les autres panélistes, ils ont testé les façons de faire, puis c'est de trouver aussi qu'est-ce qui nous convient le mieux, avec qui on est, avec ce pourquoi on est outillé. Mais on s'entend que c'est pas facile, mais que le monde du dating, déjà à la base, c'est pas facile. Puis on se cachera pas que une situation de handicap, dans la description, ça peut être quelque chose qui peut faire peur. Donc, c'est laissé à la préférence, puis surtout à l'aisance de la personne qui...
Puis il y a des gens pour sa qui propre c'est carte. dévastateur, les sites de rencontres, puis c'est comme on n'y va plus, puis on va vraiment on va attendre une situation de vie où justement, comme disait Jessica, plus, ben, il va voir qui je suis comme personne, qu'est-ce que je fais, et tout ça, de pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Puis Jessica l'a fait sur les sites de rencontres, mais il y a des gens, c'est, ben, moi, je veux être entourée de personnes, avoir comme un cercle autour de moi, parce que c'est pas toujours facile non plus. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'essaie rien, puis qu'on est chez soi, ben, ça n'arrivera pas. Ça va Donc, se finir comme ça. ben, c'est Ouais. ça. Il n'y a que dans les films 3X qu'il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte pour avoir comme des relations sexuelles, généralement. Le livreur de pizza ou Le l'électricien, genre. plombier, tout ça, là. Mais dans la vraie vie, ben, il faut sortir, il faut se mettre à risque, il faut rencontrer. C'est pas évident quand il y a justement une potentialité de rejet, mais il y en a toujours des potentialités de rejet. Puis c'est sûr que de rien faire, ben, ça amènera à rien. Puis il y a le côté aussi architectural qui n'est pas non plus facile. Si on veut aller dans une soirée pour rencontrer des gens, on ne va pas se le cacher. La plupart des bars sont pas accessibles. Alors, c'est où qu'on fait des rencontres? C'est pour ça que je comprends aussi la difficulté parce que, bon, moi-même, je l'ai vécu à 20 ans. Je me suis retournée vers les sites de rencontres parce que c'est ça, la plupart des endroits sont non accessibles. T'as beau avoir des amis qui disent on s'en va danser, mais la place qu'eux vont, il y a 40 marches. Alors, non, c'est ça. Tu fais quoi? Tu te retrouves exclu de certains lieux de rencontre pour des exact. questions d'accessibilité architecturale. Exact. Juste encore une chose à laquelle je pense, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes que je voyais qui me disaient, moi, je ne veux pas d'une autre personne en situation de handicap. Mon partenaire ou ma partenaire, je ne veux pas qu'elle ait une situation de handicap. Puis c'est des gens qui disent, ben OK, moi, je ferme la porte à cette possibilité-là. Par contre, je suis en colère contre la société qu'on m'exclut en tant que partenaire valide. Et c'est de voir que justement, les situations de handicap, il y a tout plein de sortes de situations de handicap. Puis ça peut être des situations de handicap visibles ou pas visibles. Les gens ont tendance à avoir une idée de la situation de handicap, mais pas se rendre compte qu'il y a d'autres situations de handicap. On peut avoir un handicap visuel ou auditif. On peut avoir un handicap par rapport à notre santé mentale. Puis souvent, dans mon bureau, on me disait, non, moi, je ne veux pas d'une autre personne en situation de handicap. Non. C'est comme, mais c'est drôlement, genre, fermé. Puis par rapport au traitement que tu donnes par rapport aux autres, alors que toi, tu veux être considéré comme quelqu'un de valide, Oui. comme partenaire. Donc, c'est d'ouvrir aussi ça, de pouvoir essayer de décloisonner. Et puis de voir, justement, oui, on peut ne pas vouloir la même situation de handicap ou la même lourdeur du handicap, dépendamment de quelle situation de handicap on est, mais de travailler ça aussi, le tabou de la situation de handicap. Ça oblige de travailler sur ces conceptions de l'amour, de ce qui est le désir, de qu'est-ce qui est désirable. Hein? Ça force un petit peu le chemin. Écoutez, le temps file. J'avais tout plein de questions. Je vais en choisir une et je vais vous laisser répondre brièvement. Puis après ça, ce que je vous propose, c'est lorsque ce sera fait, on va mettre fin à l'enregistrement et la parole sera aux gens qui sont présents dans la salle, que ce soit pour des questions ou des partages. Donc, ça vous va? Panélistes, si vous aviez un conseil à donner à une personne en situation de handicap qui souhaite se lancer dans une quête amoureuse, la recherche du grand amour, quel serait ce conseil? Donc, vous pouvez y aller comme résumé, un conseil fondamental, disons. Embarquer sur l'application Nolu. J'étais sûre que tu allais dire ça. Inscris-toi sur Nolu, là. Fais un profil. Oui, juste une petite chose pour ajouter à ce qui est dit. Notre application
a une fonctionnalité bien particulière, c'est que habituellement, sur une application de rencontre, tu mets une photo et tu écris un texte. Ben, pour notre communauté, on pense que justement, pour que toutes ces belles qualités-là puissent sortir, c'est pas une photo qui va pouvoir officialiser tout ça, mais c'est une plateforme vidéo. Donc, les gens se présenteront par vidéo. Donc, les profils qui t'intéressent, mais tu vas voir le vidéo qui s'est faite, ça donne plus d'éléments. Tu as accès à l'énergie de la personne, ce que tu n'as peut-être pas. La photo, elle peut être stagée, elle peut être... Tu as la personnalité, tu as la couleur. C'est pensé, hein? C'est intéressant. Il fallait aller plus loin, je pense, que pour cette communauté-là, il faut vraiment donner le meilleur possible et on est allé jusque-là. Alors, les meilleurs outils possibles pour rendre l'amour possible. C'est ça. Et merci François. Quelqu'un d'autre? OK, ben vas-y. OK, juste rapidement, moi, tu sais, chacun sa façon de voir les choses, mais Rachel disait que certaines personnes qui vivent en situation de handicap ne veulent pas ouvrir la porte à être avec quelqu'un en situation de handicap. Ben moi, si je me suis engagé là-dedans, c'est que j'ai un avis totalement contraire à ça. Attends un peu, je suis rendu. Oui, c'est ça. Moi, je suis très ouvert à rencontrer quelqu'un qui a un handicap parce que je ne veux pas être avec quelqu'un de valide et de regarder cette personne-là toute la journée me marcher d'en face, excuse le terme, là, mais faire des choses que je n'arriverai jamais à faire et de l'envier 24 heures sur 24, ça ne fera pas un beau couple. Alors moi, je préfère d'être quelqu'un qui a des difficultés comme les miennes. Si ce n'est pas exactement le meilleur handicap, c'est pas grave. Au moins, ça fait un team, ça fait une équipe pour s'aider l'un l'autre. Moi, je pense que c'est des associations qui peuvent être hyper enrichissantes d'être avec quelqu'un qui a un handicap comme toi. Voilà ce que... C'est super intéressant ce que tu partages. Ça crée comme un bonding, une compréhension mutuelle. Tout de suite. Moi, j'en ai eu des filles qui avaient la sclérose en plaques, entre autres, d'autres handicaps. Ça a beaucoup mieux été avec ces personnes. Ça a mieux été. Oui. Merci, François. Est-ce que vous voulez y aller d'un conseil à nos panélistes? Conseil à une personne qui souhaite se lancer en quête du grand amour, une personne en situation de handicap? Je vais y aller. Moi, en fait, mon conseil, c'est vraiment de se connaître soi-même, puis de vraiment prendre en note c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on cherche. Je pense que ça, c'est la première question. Puis de se donner aussi le droit, est-ce que vraiment on veut une relation à court terme? Est-ce qu'on veut une relation à long terme? C'est vraiment de savoir c'est quoi qu'on cherche. Puis aussi, c'est sûr de se connaître, parce que plus qu'on se connaît, mieux aussi, on sait qu'est-ce qu'on veut chez l'autre personne. Puis que ce soit en ligne ou même dans la vie pas virtuelle, mais réelle, c'est de toujours miser sur la sécurité. Parce que je pense que trop vite, on donne accès aussi à l'autre personne certaines informations qu'on ne devrait peut-être pas nécessairement dévoiler comme c'est ça, dans les premières heures ou les premiers jours. Alors, c'est aussi de y aller doucement, mais lentement, mais prudemment, tu sais. Alors, c'est ça. Puis encore une fois, c'est dosé. C'est dosé, mais c'est comme quelqu'un disait, je ne me souviens plus, je pense que c'est Jessica, de y aller peut-être à travers des loisirs ou peut-être des rencontres d'amis. Des fois, des fois, nos amis nous connaissent les mieux. Alors, des fois, c'est un ami connaît un ami qui pourrait comme
vous jumelez, des fois, ça commence comme ça, C'est toujours, on dit souvent, toujours commencer en amitié, puis voir où que ça peut aller. Alors, c'est ça. Bien, merci, France, pour ces bons conseils, partir du cercle plus connu, d'une base d'amitié. C'est toujours, puis voir qu'est-ce qui peut advenir. Jessica, Rachel, je ne sais pas si vous aviez envie de partager des conseils. Ben, en fait, moi, ça ne sera pas long. Moi, mon conseil, c'est premièrement d'apprendre à s'aimer soi-même, de premièrement prendre le temps d'être bien avec soi avant de vouloir être avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la base parce que tu peux pas être bien avec quelqu'un si toi, tu n'es pas bien avec toi-même. Fait que pour moi, c'est ça. Puis de ne pas oublier qui qu'on est, nos passions, puis comme j'ai dit tantôt, là, de se donner le droit d'être fier de soi, puis d'être fier du parcours qu'on a, puis d'aller de l'avant. D'être capable aussi d'oser, là, comme que France l'a dit. Des fois, les peurs, ils peuvent nous empêcher d'avancer, puis des fois, il faut apprendre à les tasser, puis de dire, regarde, je vais essayer, puis je vais essayer de briser les obstacles. Malgré la peur d'y aller. Il y avait une citation, oh my God, je ne sais pas c'est de qui, mais je la vole. Ça disait dans le chemin vers l'autre, on ne peut pas faire l'économie du chemin vers soi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup des échanges, des partages qu'il y a eu allaient dans ce sens-là aujourd'hui, de s'aimer soi-même, de savoir ce qu'on veut, de se donner le droit, puis d'oser en toute sécurité aussi. De se donner le droit de dévoiler d'emblée, d'attendre, de se donner le droit d'être avec une personne en situation de handicap ou une personne qui ne l'est pas. Vraiment, vraiment, ça ramène à soi, je pense. Et je pense, si je peux juste ajouter, d'arrêter d'écouter aussi tous les commentaires négatifs que certaines personnes peuvent aussi avoir. Parce que c'est pas parce que si l'autre l'a vécu d'une telle manière ou que lui a ses propres préjugés que toi, nécessairement, tu vas vivre ça. Puis, tu sais, essaye de garder toujours le positif. Tu sais, je sais encore, c'est pas facile, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi qui déjà sont, après ma mort, négatifs parce qu'eux, ils ont vu telle personne, ça n'a pas fonctionné, ou l'autre personne, ils n'ont jamais eu de copine. Oui, mais eux, c'est eux. Toi, ça peut être autre chose. Alors, c'est ça aussi, d'arrêter aussi d'écouter un peu les commentaires autour de soi, et de vraiment, de miser sur le positif, ouais. Ou de prendre les commentaires qui nous aident qui nous font du bien, qui nous aident à grandir, pas ceux qui nous diminuent. Ben, merci. Exact. Merci. Et Rachel, le mot de la fin de la partie panel, conseil. Ben, moi, ce que j'ai envie de conseiller aussi par rapport à l'estime de soi, moi, ce que j'ai vu beaucoup dans mon bureau, c'est des gens qui disaient, OK, moi, j'ai vraiment envie d'aller vers cette personne-là parce qu'elle me parle, que ce soit au niveau de mon attirance sexuelle ou relationnelle parce que j'ai des sentiments amoureux, mais je vais aller vers l'autre personne parce que celle-là, elle est inatteignable. Donc, je vais essayer d'aller vers cette personne-là qui est moins haute, qui est moins chouette, qui est moins si, mais elle m'acceptera peut-être. Donc, de vraiment comme diminuer ses exigences parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir la personne vers qui on est vraiment attiré. Puis ce que je vois souvent, c'est les dégâts que ça peut faire. Parce que quand on va vers quelqu'un qu'on a choisi parce qu'on pense que lui ou elle va nous accepter par rapport au fait que, ben c'est ça, genre, il n'est pas trop chouette, il n'est pas trop, ou elle n'est pas trop ci, ou elle n'est pas trop ça. Puis quand ça ne marche pas, là, l'ego, on prend vraiment un coup. Que si on y va par rapport au fait qu'on a des sentiments par rapport à quelqu'un, ben peut-être qu'on aura une peine de cœur, mais on a tous des peines de cœur. Des fois, c'est quelque chose où c'est moins difficile, je trouve, sur l'estime personnelle, parce que c'est un chagrin d'amour ou c'est un chagrin de « Ah ben zut, mes hormones étaient vraiment en folie quand je pensais à cette personne-là. » Mais ça n'a pas fonctionné. Puis ben, ça arrive que si on prend quelqu'un avec qui ça devrait fonctionner parce que franchement, celle-ci ne devrait pas nous refuser puis que la personne nous refuse pour XXX raisons, ben ça fait généralement des dégâts. Donc, permettez-vous d'aller vers les personnes qui suscitent quelque chose à l'intérieur de vous.
Merci infiniment. Merci du fond du cœur à nos panélistes.